Très bien. Alors, nous voici partis pour la table ronde de clôture. Table ronde qu'on a intitulée Renouveau des engagements des jeunes, renouveau des accompagnements, ouvrir des perspectives pour les dynamiques associatives. Donc, tout est un peu prédit dans ce titre, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre un peu de recul sur cette notion d'engagement qu'on a discuté là au cours de ces 2 jours. D'essayer aussi de réfléchir quels sont les impacts de ces évolutions de l'engagement sur nos accompagnements, sur les modalités d'accompagnement. Vous verrez, on a plusieurs témoignages autour de la table qui vont illustrer les manières d'accompagner l'engagement. Et on va essayer enfin d'ouvrir des perspectives, notamment au travers d'un certain nombre de ces 4 scénarios de prospectives qui sont proposés par la Fonda et que pourra nous présenter Anna Olivetti. Je vais commencer la présentation des intervenants et intervenantes. Anna Olivetti, qui est chef de prospective à la Fonda. À sa gauche, Rémi Bondu, qui est délégué régional, non, pas encore. Un jour, à la Rages Faca. Encore à sa gauche, Claude-Emmanuel Triomphe, qui est président fondateur de Citizen Campus. À droite, Leïla Delannoy-Assaoui, qui est sociologue référente de recherche à la DISP de Marseille et chercheuse associée à Paris-Nanterre. Et enfin, Mathilde Thibault, qui est cofondatrice de Benenova Marseille. Merci d'être ici, merci de partager un petit peu vos expériences, vos témoignages, vos connaissances. On va commencer, Claude-Emmanuel, par vous. Donc vous avez cofondé Citizen Campus. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'action de Citizen Campus et l'approche que vous développez de la notion d'engagement et notamment l'engagement des jeunes? Merci de m'accueillir. C'est mieux avec le micro? Voilà. D'abord, je vais, avant de commencer, vous présenter mes excuses parce que, comme j'ai été sollicité en dernière minute, j'ai un rendez-vous que je ne peux absolument pas manquer à 17h. Et donc, voilà. Donc, acceptez ou n'acceptez pas mes excuses, de toute façon, ça ne change rien. Je partirai à 17h moins 5. Alors, d'abord, pour présenter Citizen Campus, d'où ça vient. Je ne vais pas vous décrire mon passé, mais il se trouve que j'ai rejoint en 2016 l'équipe à l'époque, haut commissaire à l'engagement civique, président de l'agence du service civique. Et on a vécu une très belle aventure pendant 3 ans. Et à un moment donné, mon commissaire, par ailleurs qui a quelques relations avec la Fonda, Yannick Blanc, me dit « ce serait bien que tu inventes un projet nouveau, parce qu'on manque de projets ». Je lui parle à l'époque de fonder un campus des citoyens qu'on va rebaptiser Citizen Campus, qui soit à la fois ancré dans les territoires et en même temps avec une vision globale, parce que nous partions d'un présupposé que nous sommes dans une crise démocratique majeure. Qui est non pas seulement la crise du politique, mais la démocratie sociale, la démocratie économique est aussi en crise. D'ailleurs, la démocratie associative ne se porte pas si bien que ça, et que donc il fallait revenir au basique, et que le basique c'était l'engagement. Et qu'il fallait revenir sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des modèles démocratiques ne marchent pas. Pourquoi est-ce que la participation citoyenne qui figure dans tous les discours, parfois elle bégaie, et pourquoi notamment les jeunes n'accrochent plus à un certain nombre de formes d'engagement. Et je ne parle pas que de l'engagement associatif, puisqu'on était parti sur toute la société civile. Moi, il se trouve que j'avais beaucoup travaillé avant ça sur les questions du travail, et que, par exemple, les jeunes et le syndicalisme, c'est une vraie question aujourd'hui. C'est un exemple parmi d'autres de ce qui se passe dans la société civile. Donc, on est parti avec un projet qui s'était finalement donné 2 grands objectifs. Le premier, développer un engagement beaucoup plus inclusif et qui parle aux jeunes aujourd'hui. Et deuxièmement, travailler avec ceux et celles qui le veulent de nouveaux
modèles d'engagement qui correspondent non seulement à ce dont ont envie les gens aujourd'hui, mais qui correspondent aussi aux défis de nos sociétés actuelles. Ça donne en 2018 la création des statuts de Citizen Campus. Il aura fallu 2 ans pour trouver des gens, des financements, et on démarre fin 2020. Comme on ne sait rien faire, et que personne nous dit que nous accueille à bras ouverts, hein, quand vous êtes un nouvel acteur, déjà les Marseillais nous disent c'est qui vous déjà vous n'êtes pas de Marseille au départ, donc les acteurs de l'éducation populaire disent non mais vous n'allez quand même pas nous apprendre la vie, les financeurs nous disent vous n'avez rien fait, eh ben on peut rien vous donner puisque vous avez un budget égal à 0, donc on démarre en consortium sur 2 activités qui vont être le creuset de 2 approches assez intéressantes. Première activité, une activité européenne. On est mis en contact avec des Belges qui nous proposent de travailler avec des jeunes des quartiers populaires sur la notion de citoyenneté active. La commission accepte le projet démarre en fin 2019. Je n'ai pas un rond. Le projet, d'ailleurs, ne finance rien en matière de fonctionnement. Une association très gentille nous passe des fonds pour recruter un binôme de service civique. Et arrive le confinement. Génial pour un projet européen. Tous les séminaires sont décalés, reportés à des dates ultérieures. Quand un pays s'ouvre, un autre se ferme. Donc, c'est super comme dynamique. Et ces 2 jeunes vont se retrouver sans rien à faire. Et en même temps, ils vivent la situation de tous les jeunes du confinement. Et un jour, ils explosent, ils disent, mais finalement, les jeunes sont bombardés d'injonctions et d'interdictions. On nous dit jamais, on nous demande jamais notre avis. Et bien de ça va naître un projet. Parce qu'il y a un appel à projet lancé par AMU à l'époque, dont on a entendu parler. Et ils se disent, on va créer des ateliers de discussion, mais qui correspondent aujourd'hui aux manières de faire des jeunes. Donc, on va créer des ateliers de discussion sur Discord. Et puis ensuite, on va voir où ça nous amène. Bon, il faut trouver un nom du projet, et on l'appelle Vénère et Solidaire. Et pourquoi Vénère et Solidaire? Vénère parce qu'il y avait de la rage, mais il y avait aussi besoin de s'exprimer. Solidaire parce qu'il fallait, évidemment, essayer de canaliser cette expression, cette colère, vers des actions pour le bien commun. Je vous fais un raccourci. Aujourd'hui, Vénère et Solidaire, c'est à la fois des ateliers qui se sont d'ailleurs déclinés, et j'en profite pour remercier la Maison des Associations de Marseille, avec qui on a pu faire dans les semaines d'engagement notre petit enfant chéri qui s'appelle Culinaire et Solidaire, parce que rien de mieux pour discuter que de faire la bouffe ensemble, et puis ça permet d'accueillir pas mal de publics, et notamment des publics justement qui ne sont pas souvent dans l'engagement, des publics de gens en difficulté, des publics de gens qui ne parlent pas forcément français. C'est donc une méthode, un groupe, et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai la possibilité d'embaucher une chargée de mission, parce que tout ça s'est fait sur du bénévolat, et on a une mission, c'est de développer cette méthode, développer ce groupe, de le faire sortir de Marseille. On a déjà des contacts et des demandes à la fois sur les Hautes-Pyrénées et sur le 93 en banlieue parisienne, et si jamais ça vous intéresse, je prendrai rapidement contact avec vous. Donc, première chose, si vous voulez, le choc du confinement amène une réaction de ces jeunes qui vont eux-mêmes avoir l'idée d'un projet. Et pour nous, dans cette méthode, c'est fondamental, si vous voulez, c'est vraiment de leur faire confiance et d'accompagner leur projet. Deuxième approche, on est dans un consortium avec des gens qui travaillent plutôt sur l'insertion socio-professionnelle des personnes dites invisibles. Hein, et le patron du consortium nous dit ce serait pas mal que vous leur fassiez faire un petit peu d'engagement, parce que l'engagement, ça peut servir, il y croyait fortement, et nous aussi, à une meilleure insertion. Sauf que nos hypothèses de départ sont complètement erronées. D'ailleurs, on était parti en disant voilà, on va leur parler de l'engagement, on va se mettre en relation avec l'écosystème marseillais, on va leur proposer des petites missions bénévoles d'une demi-journée, une journée, et puis s'ils veulent aller plus loin, ils vont faire des trucs, ils vont développer leurs compétences, etc. Rien de ça ne marche. Rien de ça ne marche. Les missions, on en trouve. Des preneurs de missions, on n'en trouve pas. Ça ne parle pas
à ces personnes, et on décide là d'improviser, là aussi, un certain nombre de formats d'expression basique sur ce qu'ils vivent, ce dont ils ont envie, et là, tout de suite, enfin assez vite, ça marche, et on a des débats incroyables avec ces personnes. La plupart sont jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Et je dirais, là-dessus, ça nous a amené alors, à des formats qu'on appelle café-cité, apérocratie et d'autres. Et ça va nous amener vraiment à nous interroger finalement sur le fait que, et je vais terminer par là parce que je pense que j'ai déjà écoulé mon temps, sur le fait que le premier critère aujourd'hui de l'engagement, pour moi, c'est la capacité de donner la parole aux gens. Ce qui nous frappe beaucoup dans toute notre expérience, le nombre de gens qui nous disent, alors que c'est pas vrai, mais ils nous le disent, et ça il faut l'entendre, c'est la première fois qu'on nous donne la parole. Si je dis que c'est vrai et c'est pas vrai, ça veut dire que vraisemblablement ils ont eu la parole dans un certain nombre de formats, mais que dans ces formats-là, ils ne se sont pas sentis ou reconnus ou écoutés. Et qu'il y a aujourd'hui quelque chose à faire, si vous voulez. Les institutions parlent de participation, de donner la parole à, mais c'est toujours pour le bien des institutions. On parle de l'aller vers, mais on ne fait pas d'aller vers, si vous voulez. On va vers les gens pour les amener à nos enjeux. Eh bien, moi, je crois aujourd'hui qu'il faut aller vers les gens pour parler de leurs enjeux à eux. Et puis, je termine en disant que il y a une énorme défiance, mais qui est pire que ça aujourd'hui, une indifférence vis-à-vis des institutions. Nous, on essaie de travailler aujourd'hui des formats, notamment avec nos groupes de jeunes, sur les relations à la politique, et on arrive à trouver des choses. On va essayer un format sur la relation au syndicalisme en début d'année prochain, et je vous livre juste une idée qu'on a, c'est de se dire que peut-être qu'aujourd'hui, de manière multipartenariale, on pourrait construire des écoles de l'engagement. Je pense que ça vaudrait le coup, à base de parcours partagés, parce qu'il ne s'agit pas de dire, voilà, on va bâtir une école, mais on teste, je me tourne vers ma voisine de l'extrême droite, de la table, et pour vous, elle est à l'extrême gauche, donc si vous voulez, c'est facile. Bref, LFI ou le RN, vous avez le choix. Donc, avec Mathilde, nous sommes en train d'essayer de construire un parcours d'engagement partagé avec 4 structures associées, et c'est une idée que je livre à l'audience. Désolé d'avoir été trop long. Je suis au réseau. Non, le timing est quasiment respecté, il n'y a pas de problème, et vous faites magnifiquement la transition vers Mathilde qui va continuer, donc cofondatrice de Benenova Marseille. Benenova Marseille qui est le dernier né des Benenova, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, quelles sont les actions aujourd'hui de Benenova Marseille et comment Benenova accompagne l'engagement? Est-ce que tu peux nous présenter ça, s'il te plaît? Mais si je peux me permettre, je ne sais pas si c'est une magnifique transition, je ne suis pas d'extrême. Benenova, ça existe depuis 10 ans. Ça a été créé à Paris, puis à Nantes, à Rennes, à Lille, et depuis 2 ans, on est à Marseille. Donc, Benenova, l'objectif, c'est de faciliter l'engagement citoyen et surtout de rendre le bénévolat accessible à tous et à toutes. Nous, comment on agit sur le territoire. Donc aujourd'hui, on met en lien les personnes qui ont envie de s'engager avec des associations qui ont des besoins de ressources, besoin d'aide, et du coup, on fait ça en proposant des missions de bénévolat ponctuelles et collectives. Et l'idée, c'est de co-construire ces missions avec les associations du territoire et de pouvoir les adapter aux différents publics, les adapter au travers d'horaires spécifiques, d'avoir une mission courte, d'adapter la manière dont on va présenter la mission si on fait un atelier cuisine avec le collectif culinaire et solidaire par exemple, d'avoir une salle spécifique s'il y a une personne en situation d'autisme, en tout cas de réfléchir ensemble à pouvoir accueillir un maximum de monde sur ces actions et d'avoir une mixité sur les actions, de pouvoir faire ensemble pour mieux vivre ensemble et mettre autour de la table des personnes qui ne se seraient peut-être pas croisées en temps normal. Donc ça c'est notre première action sur vraiment les actions de bénévolat qu'on propose au quotidien. Et ensuite, on a développé un parcours de l'engagement pour les jeunes, qui s'appelle le déclic de l'engagement. On va commencer par de la sensibilisation, on va aller au sein des structures, par exemple à l'école de la 8e chance dans le 9e, on travaille avec l'association Beaumaillé dans le 15e, par exemple, ici en Bretagne. On va aller parler aux jeunes, on va essayer de casser les stéréotypes sur le bénévolat,
de manière ludique. On va organiser des jeux, on va ouvrir la parole avec des cercles de parole, parce que c'est eux qui font aussi l'atelier. Et l'idée, c'est de faire connaître le tissu associatif marseillais et de pouvoir parler aujourd'hui, chacun a sa forme d'engagement, et leur proposer ce qui est possible de faire pour continuer cet engagement ou pour le débuter. Et ensuite, on va leur présenter notre plateforme. On a un outil qui est un calendrier en ligne qui va venir répertorier les actions ponctuelles de bénévolat sur le territoire. Donc, on leur apprend à utiliser cette plateforme et ensuite, on va avec eux sur les actions. Donc, on a toujours un binôme, un supernova, une personne de bénévolat qui va aller avec ces personnes sur les actions. Déjà pour passer un temps ensemble, pour accompagner sur le premier kilomètre de l'engagement et faire en sorte que ça se passe bien, parce qu'on parle très fort au fait que si on passe un bon moment, on a peut-être envie de recommencer, de revenir et de s'engager un petit peu plus. Et derrière, l'idée, c'est de valoriser cet engagement. Donc on va y aller avec le binôme, le jeune et la personne qui est venue avec lui pour réfléchir ensemble à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu ressortir, comment est-ce qu'on peut valoriser ce qui s'est passé pour le jeune et derrière faire un atelier pour le CV ou juste simplement parfois des discussions pour faire émerger des passions, des engouements pour certains sujets et ça peut prendre toute forme d'engagement. Donc on a ce parcours sur lequel on agit déjà depuis un an. Alors, on est beaucoup les plus petits chez Bénénova, donc ça fait un an à Marseille. Et là, on va expérimenter du coup ce parcours avec Pro Bono Lab, Citizen Campus, Melting Pot, Concordia, pour pouvoir ouvrir et aller voir des structures prescriptrices avec un interlocuteur qui va proposer un parcours avec différents modules de l'engagement, de monter en compétences sur organiser un événement avec des élus, avec des personnes engagées, penser à la mobilité internationale avec Concordia. L'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours qui va pouvoir au mieux s'adapter à un groupe de jeunes et pouvoir leur ouvrir aussi nos communautés et voir en fonction de ce qu'ils préfèrent à quelle communauté ils peuvent être attachés et avoir ce cadre et reprendre du pouvoir d'agir. Et on agit, on va dans ces structures et Laïla va le présenter, mais on intervient aussi au BOMET, le centre pénitentiaire à Marseille, où on a commencé avec un café débat sur l'engagement au sein de la prison. Et chez Bénénova aussi, on fait des formations à l'intelligence collective pour les associations pour bien accueillir aussi les bénévoles. Encore une fois, ça fait partie pour nous de l'expérience qui peut être réussie pour un bénévole. Et du coup, là, l'objectif, c'est de pouvoir former les détenus aussi à l'intelligence collective, pour pouvoir être en autogestion, vous allez comprendre avec Laïla dans leur groupe qui est des collectifs, et aussi de pouvoir leur redonner du pouvoir d'agir et être ambassadeur aussi de l'engagement au sein de la prison. Je passe la parole à Laïla. Mais vous êtes prison tout seul. Laïla, alors les collectifs, c'est quoi? Les collectifs, c'est un groupe de mobilisation citoyenne dans la maison d'arrêt des Baumettes, puisque un centre pénitentiaire comprend toujours plusieurs secteurs. C'est important de rappeler que c'est en maison d'arrêt parce que c'est quand même un contexte d'enfermement spécifique, avec à la fois des gens qui sont en attente de jugement, qui sont en détention provisoire, et des personnes condamnées. C'est la plupart du temps ce qui fait la une quand on parle d'une critique des pratiques d'enfermement, et d'ailleurs il faut en parler pour commencer, pour planter le décor de cette intervention sur comment on se mobilise en tant que citoyen en prison, puisque de toute façon la prison, elle doit nous interroger sur les politiques pénales et nos pratiques d'enfermement et la façon dont elle vient en tant qu'instrument de figuration de nos réalités sociales, participer d'une conversion d'un certain nombre de problématiques qui devraient se traiter sur le plan social et collectif en problèmes d'ordre individuel, comme s'il y avait des individus sur des problèmes. Donc ça, c'est quand même le point de départ aussi d'un questionnement sociologique, puisque moi je suis sociologue, c'est atypique de travailler au sein de l'administration pénitentiaire, mais au départ on m'a sollicité pour faire une sociologie assez... une sociologie liée à l'évaluation de dispositifs, de projets, d'organisation de pratiques professionnelles et pour produire des rapports. Et puis petit à petit, j'ai réussi à faire entendre l'intérêt de faire de la recherche appliquée et au-delà de faire des rapports, mais essayer de construire une forme de sociologie plus artisanale et collective et en tout cas de faire... d'essayer d'agir vraiment à l'intérieur des établissements pour partager des outils et des méthodes empruntées aux sciences sociales et voir ce que ça donne ensuite en termes de transformation possible,
des établissements, de la façon dont on pense le temps d'enfermement, sachant qu'il y a une hypervigilance permanente, puisque moi, ça s'inscrit aussi dans une recherche globale sur les fonctions sociales de la prison, donc vigilance permanente, à ce que ce groupe-là ne serve pas de rustine, ni avec une fonction soupape qui permettrait de soulager un peu la détention, non pas que j'ai un problème avec ça, enfin je sais bien que personne n'a intérêt à ce que la détention explose, mais en tout cas, il ne faut pas servir à ça. Il y a une forme d'instrumentalisation qui plane comme ça tout le temps et qu'il faut avoir en tête. Et pas non plus de faire valoir ou de trompe-l'œil, parce que l'idée, c'est pas non plus de venir camoufler, invisibiliser ce qui fait problème dans nos pratiques d'enfermement. Et comme je dis, dans la façon dont on utilise la prison à l'intérieur de politiques de sécurité publique qui sont massivement aimantées à des options répressives qui doivent être critiquées. Donc forcément à Marseille on est obligé de parler de ça parce que les représentations médiatiques et les représentations générales sont saturées par tout un tas de préjugés, de stéréotypes, de peurs qui sont très liés aussi à de la fascination, à tout ce qu'on imagine du fonctionnement des espaces de la criminalité organisée. Donc là, le groupe avec lequel je travaille, il est en maison d'arrêt et ça s'appuie sur cette dynamique de recherche-action où l'idée, c'est que les gens ne sont pas des fournisseurs de données, mais au contraire, sont des partenaires de recherche. Et donc ce groupe-là, en fait, il a émergé dans cette logique de faire ensemble émerger des savoirs sur la prison, sur les trajectoires, sur la façon de se sentir citoyen ou pas, parce que la prison, elle n'est pas qu'une scission physique, elle est aussi une scission politique, symbolique, qui organise, qui prolonge une forme de partition sociale, qui organise une forme de rupture et d'indignité politique. En tout cas, les personnes se sentent très clairement épinglées dans un statut d'ennemi ou de menace. Et donc, quand j'ai commencé à interroger ça, ce groupe de mobilisation, c'était un peu un espace, une tentative, un espace de démonstration, un espace d'expérimentation collective où on essaie d'interroger la crédibilité de se sentir citoyen en détention, malgré tout ce que je viens de dire de manière très rapide et parcellaire, mais en tout cas, voilà, c'est au moins ça. Et donc ce groupe-là, c'est actuellement 25 membres permanents, mais une vingtaine de personnes qui sont aussi des membres ponctuels qui peuvent participer de la vie de ce groupe. Le collectif se réunit entre 2 et 4 fois par semaine en bâtiment d'hébergement, donc c'est important de le dire, c'est pas dans la partie socioculturelle de la prison, ce qui veut dire qu'on travaille aussi à déjouer les régimes de visibilité habituels, la façon dont habituellement il y a toute une façon d'apparaître à l'autre comme un détenu, et là, dans notre groupe, on essaie de modifier la scène symbolique sur laquelle on peut apparaître aux autres. Et donc, le fait de travailler en bâtiment d'hébergement en plein cœur de la détention, c'est aussi une façon de venir dérouter ce que les regards, ce que les cadres de perception habituellement produisent sur l'identité des personnes qui sont en situation d'incarcération. Et en gros, on fait à la fois de la pratique des sciences sociales, on fait de la sociologie essentiellement, mais de la philo, on fait aussi des sciences politiques, du droit, et on travaille aussi beaucoup sur la dimension création artistique en se disant que les sciences sociales, elles doivent s'articuler aussi à un questionnement sur l'impact symbolique des représentations, donc vraiment sur le plan esthétique. Qu'est-ce que les représentations fabriquent comme perception du monde et aussi après comme possibilité d'agir sur ce monde, puisqu'on se le représente, il est rendu pensable à partir de la façon dont on se le figure, ce monde. Donc travailler sur création sonore, théâtre, cinéma, c'est aussi et écriture, on est en train d'écrire collectivement un livre, c'est une façon de venir travailler la question de la figuration de notre monde social et des problématiques qui sont, comme j'ai dit, complètement encodées par une façon de penser la sécurité publique, de penser la façon de faire société. Et donc, effectivement, on a commencé l'an dernier un partenariat avec la ville, avec cette invitation à réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'engagement. Alors, l'idée, c'était l'engagement tel qu'il est qualifié, reconnu, dans des formats assez palpables, assez normés, on va dire. Et puis après, tout un tas d'autres types d'engagement. Vous venez de l'après-midi, donc vous avez vu aussi comment des initiatives comme ça peuvent venir interpeller sur la façon dont on peut qualifier
des formes très diverses d'engagement. Donc c'était le point de départ, et après on s'est dit impossible d'en rester là à un simple moment partagé, il faut aller plus loin, et il faut que ce groupe puisse complètement être partie prenante des affaires publiques malgré l'incarcération, et justement depuis la prison venir interpeller sur ce qui pose problème en termes de choix politiques, de politique sociale, tout ça. Donc on a entamé un cycle de rencontres, on a appelé Rencontre-moi si tu peux, c'est un des membres de les collectifs qui a trouvé ce titre-là. On fonctionne selon un mode de gouvernance partagée, donc aussi on travaille vraiment toujours, tous les projets et les initiatives qu'on lance, elles sont toujours décidées collectivement avec les membres du groupe. Et donc cette première année, ça a été 3 temps forts avec l'idée de revisiter les questions de sécurité, de citoyenneté et d'engagement, à partir de 3 entrées un peu spécifiques qui concernaient très directement les personnes, police, justice, médias. À chaque fois, on a invité à la fois des élus, des fonctionnaires de la ville, donc Mathilde, des partenaires associatifs, des gens qui avaient un regard spécifique, une parole, une connaissance à venir partager, mettre en travail. Et l'idée dans Rencontre-moi si tu peux, c'est comment on crée la possibilité crédible en fait de se rencontrer vraiment, pas simplement de manière factice, en faisant finalement jouer ce qu'on est vis-à-vis de l'autre dans ce qu'on représente pour lui ou dans la hiérarchisation des paroles habituelles. Et donc, à l'issue de ça, il y a un podcast qui va être créé en plusieurs épisodes. Et puis, du coup, il y a aussi un diplôme universitaire qui est en train de se préfigurer pour que les personnes qui font partie des collectifs et qui ont une envie maintenant de participer à l'action publique puissent se former pour monter en compétences. Donc le démarrage, effectivement, c'est tout ce qui est aussi intelligence collective et aussi tout ce qu'on fait en termes de sciences sociales, de création artistique et de débat citoyen, de relations aussi avec des acteurs majeurs des politiques publiques. L'idée, c'est que, je pense que Kamel vous a sorti cette phrase, c'est tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. Et donc je pense qu'il y a cette idée-là, c'est de venir interpeller les décideurs publics en disant voilà, il faut maintenant que ces jeunes qui sont épinglés dans des figures d'ennemis parce que impliqués, pour beaucoup dans les collectifs, ils sont justement impliqués dans le narcotrafic local, et ben c'est comment dire, voilà, la véritable transformation possible, c'est de travailler avec les gens et avec eux, en fait, comme interlocuteurs valables et complètement crédibles pour construire une sécurité, mais qu'on aurait redéfinie et pas une sécurité pensée en termes guerriers et défensifs. Voilà pour les collectifs. Merci Léla, une expérience très riche et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec la salle. Rémi Bondu, l'INJEP vient de produire un baromètre sur la jeunesse. L'idée, c'était aussi qu'on puisse prendre un peu de recul, donner quelques données sur l'état de la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques données ? Tout à fait. L'INJEP, donc l'Institut national jeunesse éducation populaire, sous l'égide de la JEPVA, fait chaque année un baromètre qui s'appelle État d'esprit et engagement de la jeunesse. Donc avec une partie morale, on va dire, des jeunes et une autre partie engagement. C'est une étude qui est très intéressante parce qu'elle commence à s'ancrer dans le temps et donc on peut vraiment voir des dynamiques. Dans cette étude, il y a de très très beaux graphiques, mais j'ai fait le choix, vu l'heure de la journée, vu votre programme, de ne pas vous les présenter, ces graphiques, et plutôt vous parler de quelques chiffres un petit peu saillants. Pour savoir de quoi on parle, l'étude de l'INJEP s'est faite sur 4500 jeunes de 15 à 30 ans, donc c'est comme ça qu'est définie la jeunesse pour l'INJEP, sachant que les 15-17 ans, c'est tout nouveau, c'est-à-dire que ça fait que depuis 2023 qu'ils rentrent dans l'échantillon. En plus de ces 4500 jeunes, ils ont aussi demandé à 1000 personnes de plus de 30 ans exactement les mêmes questions pour pouvoir faire une comparaison. Cette étude a le mérite d'être récurrente, d'être régulière, mais elle a certaines limites. Des chiffres que je ne pourrais pas vous donner. Par exemple, la dynamique territoriale. Est-ce que les jeunes sont issus d'un QPV ou d'une zone de revitalisation rurale n'est pas présente. La dynamique internationale n'est pas non plus présente. La dynamique de durée d'émission n'est pas non plus présente. Donc on est vraiment sur un questionnement quand même assez général, mais qui permet de donner quelques dynamiques et quelques perspectives. J'ai la touche, je m'excuse, ça va être un petit peu interrompu. Premier chiffre que je partage avec vous. 49% des 4500 jeunes sondés
ont répondu qu'ils s'engageaient bénévolement. En gros, la question, c'est j'ai donné du temps bénévolement à une association dans l'année. Le chiffre 49% paraît très élevé, donc on va le déconstruire. Sur ces 49%, il y en a 19% qui ont dit l'avoir fait une, voire deux, voire trois fois dans l'année. Donc on ne peut pas forcément parler d'un engagement bénévole régulier. Sur les 30% qui restent, on peut découper ces 30% en deux, donc on va dire 15 et 15. 15% qui disent s'engager une à trois fois par mois dans une association, et 15% qui, eux, s'engagent à minima une fois par semaine dans une association. Donc ces 30% qui sont à plus d'une fois par mois, on peut les comparer à l'échantillon des 1000 plus de 30 ans, où là, il n'y a que 20 personnes qui disent s'investir plus d'une fois par mois. On peut aussi comparer aux seniors, aux plus de 65 ans, qui étaient un petit peu en pole position des personnes qui étaient investies bénévolement, et qui sont un petit peu dans une courbe descendante. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a que 25% des plus de 65 ans qui s'investissent on va dire, régulièrement, c'est-à-dire plus d'une fois dans le mois. Donc on est dans un croisement des courbes. C'est-à-dire qu'on est sur des jeunes, on est à 30%, et on est sur des seniors qui sont à 25%. Sachant que les jeunes, on est dans une réelle expansion. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2023, on était à 25%. Donc ça a pris 5 points en une année. Donc on peut, alors, faut voir si ça se conforte sur les années suivantes, mais on est quand même dans une réelle dynamique. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a une question qui a été posée, notamment sur les domaines d'engagement. Et une des caractéristiques de la jeunesse, donc des 15-30 ans, c'est que 60% d'entre eux, donc des 30% qui sont engagés dans différents domaines. Pas forcément dans différents domaines, ça ne veut pas dire d'être engagé dans différentes associations sur un même champ, par exemple, qui est le sport, mais dans différents domaines, dans le champ sport, dans le champ culturel, dans le champ des loisirs, dans le champ humanitaire, dans le champ environnemental. Donc on est vraiment sur des constructions de parcours avec voilà, vraiment, on va dire, un petit peu multimodal. Et ça, c'est une spécificité des jeunes, sachant que l'année dernière, on était à 50% en 2023. Donc c'est-à-dire 10% de plus, 10 points de plus, pardon, en l'espace d'un an. Donc on est aussi sur une dynamique, à voir si elle est confortée sur les années suivantes, mais on est sur des dynamiques, on va dire, assez encourageantes. Pour faire vite, des données qui ne changent pas forcément, c'est quels sont les jeunes qui s'engagent, où là on a une stabilité depuis plusieurs années. Globalement, on a plus de garçons que de filles qui s'engagent. Si on prend cette moyenne de 30%, eh ben on a 34% plutôt c'est des garçons qui s'engagent. On le verra après parce que c'est plutôt dans un engagement sportif. Et 26% seulement, donc si on fait la moyenne, ça fait 30, où ce sont des filles. Après, les jeunes actifs, en 18-24 ans, s'engagent aussi un peu plus que les jeunes en cours d'études non diplômés. Ils sont à hauteur de 34%. Pareil pour ceux qui sont en études supérieures après 25 ans, où aussi ils sont à peu près à hauteur de 32% à être engagés. Donc ils sont au-dessus de cette moyenne des 30%. Et ceux qui battent tous les records en termes d'engagement chez les jeunes, c'est les familles monoparentales. Et surtout les couples avec enfants, où ils sont à hauteur de 47%, donc presque 1 sur 2, à être engagés à minima une fois par mois dans le tissu associatif. Voilà un petit peu pour ces chiffres. Je vais conclure sur la partie INJEP avec quel domaine attire le plus les jeunes. Le premier domaine, c'est le sport, à plus de 40%. Sachant qu'il y a peut-être un biais dans cette question, de faire la distinction entre une pratique sportive régulière et un engagement bénévole dans cette association. Je caricature, mais est-ce que tenir la buvette sur les compétitions du samedi, c'est un engagement bénévole, mais voilà, quelle est la distinction de fait sur ce domaine-là, c'est peut-être ce qui gonfle ou pas le chiffre, mais c'est la distinction entre pratique et entre vraiment engagement réel pour la vie de l'association. Ensuite, c'est la partie culture et loisirs. Alors il y a une dynamique qui est réelle, c'est-à-dire qu'en 2019, donc Covid, ça a totalement chuté. En 2024, on vient de retrouver la dynamique d'avant Covid, c'est-à-dire qu'on est à hauteur de 35%
des jeunes qui s'engagent bénévolement dans des structures de loisirs et de culture. Et après, on a en réelle expansion, à hauteur de 20%, de champs qui sont de plus en plus exponentiels, qui sont l'humanitaire et qui sont l'environnement, où les jeunes s'investissent de plus en plus. Voilà un petit peu pour les dynamiques en termes de chiffres de l'INJEP. Il y a des données plus précises sur la synthèse, donc je vous invite à taper sur Internet baromètre 2024 jeunesse ou état d'esprit et engagement de la jeunesse, où vous n'aurez pas forcément des chiffres plus précis, mais vous aurez des beaux graphiques qui permettent des comparaisons un peu plus intéressantes, un peu plus approfondies que ce que je viens de vous présenter. Merci beaucoup pour ces quelques chiffres. Effectivement, on pourra mettre le rapport de l'INJEP dans la mallette participant qu'on vous transmettra à la suite des rencontres. Et merci encore parce que je pense que ça déconstruit un peu quelques idées reçues qu'on peut avoir sur l'engagement des jeunes. On va aborder la dernière intervention de ce premier tour de table. Il y en aura un deuxième, mais préparez dès lors vos questions parce qu'après, je vous passe la parole à la salle pour un petit tour de questions. Anna Olivetti à la Fonda, quelle approche de l'engagement vous allez développer ? Merci beaucoup déjà pour cette invitation et je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Et en plus, ce beau ciel bleu change la grisaille parisienne. Voilà. Donc, à la Fonda, juste pour vous dire que nous avons initié un exercice de prospective sur les questions d'engagement. Parce que beaucoup d'acteurs associatifs, mais aussi leurs partenaires, notamment institutionnels, se posaient des questions sur l'engagement en se disant « il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde ». L'engagement bénévole n'est peut-être pas que la seule forme d'engagement. Et donc, ce midi, nous allons prendre notre loupe, mobiliser beaucoup de personnes avec nous, donc au travers de l'intelligence collective, pour essayer d'explorer ces différentes facettes de l'engagement et comprendre qu'est-ce que ça dit de notre société, où est-ce que nous pouvons aussi aller. Et d'ailleurs, première question, je vous donne déjà la parole, pour vous, qu'est-ce que l'engagement concrètement ? Hormis l'engagement bénévole, bien évidemment, hein, ça c'est interdit, tout le monde sait que c'est déjà une forme d'engagement. Je vous écoute. C'est du temps gratuit. Du temps, ouais. Est-ce que vous avez des formes un peu à partager là ? Est-ce que signer une pétition, ce serait pas de l'engagement ? Comment ? Acte militant, ouais. Et militaire. Engagement militaire. Engagement militaire, ouais. Fonction élective. Comment ? Les élus. Élus, absolument, au quotidien. Être au contact aussi des citoyens, prendre des décisions politiques. Il n'y a pas d'autres formes non plus ? Oui. Forme de promesse, de je m'engage à. Ah, je m'engage à, c'est-à-dire je me mets en gage aussi. Je m'oblige Mariage. Ah, le mariage, ah ben oui. Et le fait d'avoir des enfants aussi, c'est un engagement quand même, hein. C'est sur toute une vie après. Les aidants, absolument. Et ça, c'est peut-être une forme aussi d'engagement qui est encore un peu invisibilisée. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que l'engagement, ce sont des actions, c'est-à-dire c'est une mise en mouvement, mais aussi, cela fait référence à des valeurs. C'est-à-dire, vous vous engagez parce que vous évoluez dans un certain système de valeurs. Après, on ne va pas porter de jugement sur votre système de valeurs, mais en tout cas, il peut y avoir des causes d'engagement, donc d'une grande variété, pour le coup, que ce soit de l'aide alimentaire, aux questions éducatives, sportives, et sur ce, pour le coup, de l'extrême droite à l'extrême gauche, vu que c'est un peu le thème de cette table ronde, dis donc. Et outre ces éléments-là, l'engagement aussi s'inscrit dans un processus biographique. C'est-à-dire, il y a la question de la transmission de l'engagement. Par exemple, les travaux de Lionel Proutot montrent que si vos parents étaient engagés, notamment bénévolement, vous avez plus de chances d'être engagés. Ou bien encore, un parcours de vie, un accident de vie fera que vous serez possiblement engagé. On peut prendre le cas justement d'une personne qui vieillit et où le proche devient proche aidant par la force des choses. Mais aussi, on s'engage dans le cadre d'un contexte social, parce qu'on vit dans une interaction avec les uns et les autres. Donc, par exemple, les confinements peuvent susciter des engagements, et je pense que l'exemple de l'après-M va vous parler tout particulièrement. Ou bien encore, la crise, un événement climatique, comme ce qui s'est passé en Espagne récemment, peut susciter aussi des engagements. Donc, qui vont de forme institutionnalisée dans des organisations, mais aussi dans des formes extraordinairement informelles et qui sont peu valorisées et conscientisées par les personnes concernées en tant que telles et pas nécessairement non plus par les pouvoirs publics. Donc, je vais vous dire aussi que la sociologue Anne Muxel, je vous conseille vivement ses travaux, a rédigé un livre sur les Français au fil de l'engagement.
Et elle identifie justement que les individus ont de plus en plus une préférence pour des actions qui soient plus concrètes, plus individualisées et moins institutionnalisées, qui leur permettent de voir les effets de leurs actions. Il y a vraiment un besoin, tout du moins nous dans ces travaux qu'on a pu mener, un besoin aussi de voir les transformations auxquelles on prend part. Et donc la question de Sylvain était quelles sont les évolutions. Je finis par arriver quand même par répondre à la question, mais voilà, c'est un peu un entonnoir que j'essaie de faire les choses. Donc pour ce faire, je m'appuie sur les travaux de Jacques Yon. Est-ce que vous connaissez Jacques Yon ? Oui, c'est un sociologue donc, qui a rédigé un ouvrage très intéressant, La fin des militants. Et il identifie en fait différentes aires de l'engagement. La première ère qu'il identifie, c'est l'ère de l'engagement timbre. Donc c'est dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale où les individus s'engagent pour l'organisation, pour la cause. On attend le grand soir, même si on le verra peut-être pas de son vivant, c'est pas grave, mais on s'engage corps et âme pour la structure, pour la cause. Et un exemple, je pense, qui vous parlera à tous, c'est l'archétype du militant communiste. Puis, dans les années 70, avec la chute des grandes idéologies, notamment aussi après la chute de l'URSS, on voit justement des évolutions dans l'engagement. On s'engage aussi par rapport à ses aspirations personnelles, plus en fonction d'une recherche d'épanouissement. Et aussi, on veut commencer à voir un petit peu des effets aussi des actions que l'on mène. Et donc, Jacques Yon appelle ça les engagements post-it. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs engagements qui sont interchangeables. Bon, on est sur un niveau, ça demande beaucoup de papier tout ceci. Et aujourd'hui, nous avons la sociologue Claire Toury, qui est en même temps présidente du mouvement associatif, qui identifie l'émergence d'une troisième ère de l'engagement. Et donc, elle appelle ça le grand soir, c'est maintenant. Et notamment, cela concerne tout particulièrement les jeunes, ou je devrais dire plutôt les jeunesses, parce qu'on ne peut pas réduire les jeunes à juste une catégorie. Et ça, je pense que Rémi, à côté de moi, ne sera que d'accord. Donc justement, dans cette troisième ère plutôt de l'engagement qu'elle commence à théoriser, c'est face aux urgences justement de transition écologique et sociale, les jeunes donc, veulent voir changer le monde de façon radicale et ce dès maintenant. Donc c'est pour ça, le grand soir, c'est maintenant et cela passe beaucoup plus par des actions collectives tout en ayant justement cette recherche aussi d'épanouissement quand même qui est intimement lié. Et je fais juste un petit parallèle, mais aussi on peut voir que chez les seniors, et ça je vous renvoie vers les travaux de Mélissa Asli-Petit, qui montrent aussi que les seniors par exemple aspirent aussi à une forme d'épanouissement dans l'engagement. Et elle appelle cela justement l'hédonisme utile. Voilà, c'était le petit moment name dropping de la table ronde. Et qu'est-ce qu'on a observé, nous, tout particulièrement sur l'engagement des jeunes, vu que c'est un peu au passage le sujet de cette table ronde, c'est plusieurs choses. Donc, qui font écho justement tous les développements que je viens de vous restituer. Les jeunes donc, ont des formes plus souples, plus éphémères, plus ponctuelles et moins hiérarchisées que par le passé. Et ça, je pense que c'est un élément important aussi à avoir en tête. Et déjà, bon, ils peuvent continuer à s'engager dans ces associations, comme le montre aussi le baromètre de l'INJEP, mais aussi ils peuvent s'investir dans des formes beaucoup plus informelles ou politisées, par exemple des marches, aussi des choix de consommation, des choix professionnels. Ce sont aussi des formes d'engagement dont on n'a peut-être pas nécessairement conscience, mais qui font que de facto, ils sont engagés aussi, ou par exemple des actions aussi de dons, de signatures, de pétitions. Et d'ailleurs, le sociologue Laurent Lardeux, donc, qui a mené tout un travail justement sur l'engagement des jeunes militants pour la cause écologique, montre qu'ils sont en train de construire des parcours militants où ils cherchent une forme de cohérence et aspirent aussi à une décentralisation militante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne souhaitent plus nécessairement, mais je parle surtout des cas des associations écolos, mais peut-être qu'on peut généraliser aussi cela, mais je veux pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de tout le monde, donc je vous donne le cas précis, où en fait, parfois ils trouvent que la gouvernance peut être trop pyramidale et en fait s'interrogent aussi sur quelle est leur place dans ces organisations, comment est-ce qu'on fait avec eux, en sachant que c'est aussi
un moment de vie, un moment de transition aussi, les jeunesses où on peut manquer de temps, où on manque aussi de ressources parfois pécuniaires, un manque de confiance en soi sur sa légitimité. Et donc cela soulève beaucoup de questions liées bien évidemment à la transmission de l'engagement, comment est-ce qu'on crée les conditions, et ça je pense que les exemples aussi autour de la table l'illustrent, comment est-ce qu'on crée justement les conditions de l'engagement, et ce dès le plus jeune âge, mais après aussi tout le long de la vie. Donc cela questionne beaucoup avec des questions de temps, de travail, etc. Comment est-ce qu'on crée aussi les conditions aussi pour coopérer, pour faire ensemble, que ce soit dans les organisations, mais aussi de manière plus globale dans la société. Autrement dit, comment est-ce que nous, acteurs associatifs, allons créer un continuum de l'engagement pour permettre en fait aux personnes de s'engager à un moment de leur vie. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont se désengager parce qu'ils changent de ville pour leurs études. Mais comment est-ce qu'après, on leur permet en fait de rapprocher les wagons et de pouvoir continuer en fait leur parcours au fur et à mesure. Parfait. Merci. Il y a beaucoup de choses qui font écho aux échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et il y a forcément, heureusement. Parole à la salle. Je vous propose de prendre quelques questions, si vous en avez. Questions courtes, réponses courtes. On essaye de... voilà, on n'est pas en avance sur le timing. Mais voilà, je ne veux pas décourager. Guillaume. Oui, merci, c'était super intéressant. La question que tu as posée sur l'engagement pour vous, c'est quoi, etc. Ouais. Moi, je m'interroge pas mal sur le mot, parce que quand on pose la question à dans le cadre du CFGA qu'on mène aux jeunes, mais qu'est-ce que vous venez faire dans votre association ou dans les associations, à aucun moment on a ce mot-là qui est prononcé. Ben, je veux participer, je veux faire des trucs, je veux apprendre, etc. etc. Et donc, du coup, je me disais, mais est-ce que c'est un mot à nous qu'on essaye de calquer, et qu'est-ce que ça raconte, ça? Qu'on en parle entre nous, mais que ça ne vient pas du tout des jeunes, ils n'utilisent pas ce mot-là. C'est une très bonne question. Pour le coup, je n'ai pas nécessairement de réponse claire à apporter. En revanche, nous, ce qu'on observe, c'est que le terme engagement est de plus en plus utilisé dans la société. Par exemple, dans la sphère associative, mais pas que, ou la sphère marchande. Donc, je pense aux entreprises, développent, enfin, vous faites vos courses. Nous, on s'est amusé à faire un photoreportage à ce sujet avec Yannick Blanc, justement, vice-président de la Fonda, qui a eu de multiples casquettes. Il y a le lait engagé, il y a... Enfin, en fait, on parle d'engagement partout, et même dans le système scolaire et éducatif, c'est extrêmement valorisé d'être engagé, de le revendiquer. Par exemple, sur Parcoursup, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais il est plutôt de bon ton pour augmenter la possibilité d'avoir le vœu que vous souhaitez, de se revendiquer engagé. Après, auprès des jeunes, je n'ai pas En fait, nous, on avait observé, au travers justement du groupe de travail engagement au fil des âges, que des jeunes pouvaient se revendiquer engagés quand ils appartenaient plutôt à certaines catégories sociales. C'est-à-dire notamment les jeunes militants écolos qui ont plutôt tendance, mais attention, je fais à la hache des considérations, la réalité est plus fine, bien évidemment, hein, soyons d'accord, mais avaient plus conscience de leur engagement et le revendiquaient en tant que tel, justement dans le cadre de leur parcours militant. Après, il y a d'autres jeunes, je pense notamment, nous, on avait fait tout un travail aussi sur l'engagement dans les territoires dits vulnérables, et des jeunes, par exemple, venant de quartiers populaires, étaient engagés de facto, mais n'avaient même pas conscience, en fait, qu'ils étaient engagés déjà au quotidien dans des formes extraordinairement variées. Donc, eux, par exemple, n'avaient pas conscience d'être engagés, donc ils ne peuvent pas mettre de mots là-dessus. Donc je dirais qu'il y a une réponse aussi peut-être plus socio-économique, de prise de conscience aussi de ce que c'est l'engagement, mais aujourd'hui l'engagement devient de plus en plus valorisé quand même dans la société. Il y a l'étude justement de la Fondation Jean Jaurès qui montrait que je crois plus de 80% des Français voient dans l'engagement une notion positive. Et donc je trouve que ça nous interroge, et aujourd'hui est-ce qu'on aura le luxe, mais ça je fais un peu de teasing par rapport à la suite, mais est-ce qu'on aura le luxe de ne plus être engagé finalement dans la société si ça devient extraordinairement valorisé? J'ai pas tout à fait répondu, mais... Ils n'étaient pas super valorisés, les gens. Mais ça dépend après de quel type d'engagement dont on parle, de quelles sont les causes en fait. Et ceci est intimement lié justement, c'est pour ça que j'insistais vraiment au début par rapport au système de valeurs que l'on porte et de la vision de la société que l'on a. Et il y a certaines causes par exemple qui seront extraordinairement valorisées aussi socialement dans certains milieux sociaux. Par exemple, vous dites que vous
je sais pas moi, vous êtes engagé pour la planète, que vous faites les marches pour le climat, il y a de fortes chances dans certains milieux sociaux que ce soit valorisé. En revanche, vous dites, moi je sais pas, je prends un exemple mais totalement autre, volontairement, je fais les manifs pour tous le dimanche. Bon, ça ne se fait pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est intimement lié en fait à notre système de valeurs et par rapport au système dans lequel on évolue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans son micro, vas-y, je pense qu'on va t'entendre. Moi, j'avais une question sur. Là, on a parlé des différents types d'engagement. J'ai une question sur quelles sont les formes d'engagement en milieu carcéral. Parce qu'automatiquement, quand on parle d'engagement, de bénévolat, c'est du temps qu'on donne. Et c'est vrai que caricaturalement, on pense qu'en prison, du temps, on en a. Donc, ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est. Quels sont les effets, si c'est l'engagement, quels sont les effets sur la paix, sur la manière dont les détenus vivent leur incarcération? Du temps, on en a, oui, mais c'est du temps qui est prévu pour être pris et vide. Ça, on a toujours l'impression qu'en prison, on manque de moyens. Effectivement, il y a des choix politiques qui font que les prisons sont telles qu'elles sont actuellement, avec un manque de moyens en termes de... Enfin, on parle beaucoup de cette double mission de garde et de réinsertion, de lutte contre la récidive ou de préparation à la sortie, mais en réalité, quand on observe vraiment ce qui se passe sur les terrains, on peut constater, et ça, l'ensemble des travaux sociologiques sur la question carcérale le démontrent, que c'est résiduel ce qui est prévu pour la réinsertion. Et puis réinsérer dans quoi, étant donné que, là encore, comme je dis, la prison, pour moi, elle a vraiment cette fonction de venir confirmer des options de sécurité qui reposent sur la fabrication d'une mythologie des problèmes qui se trouveraient logés à l'intérieur des individus problématiques, dangereux, menaçants, et ça participe de cette articulation par rapport à tout un tas par rapport à des problématiques contextuelles et collectives et qui devraient se traiter sur le plan social et qui se traitent sur le plan pénal. La prison, elle est un pivot de ces options politiques. Et donc ça, on ne peut pas l'ignorer, ce qui fait que le temps pris perdu, c'est la matière première de la prison. Donc après, demander qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, la prison, elle est, et la demande sociale adressée aux prisons, c'est qu'elle fasse souffrir, en fait, et donc la souffrance et l'affliction qui est complètement attachée au projet carcéral, il repose en grande partie sur l'idée de garantir ce temps pris et ce temps vide, de mettre les vies à l'arrêt. Donc, même si après on vient dire qu'il y a la préparation à la sortie de la réinsertion, oui, mais c'est quand même contradictoire, et ça c'est nodal en fait. Le paradoxe de départ, il est quand même là, c'est que le temps perdu, il n'est pas juste une conséquence ou une anomalie dans le système carcéral, il a un fondement et une épaisseur idéologique. Après, en maison d'arrêt, effectivement, il y a, là où on parle de mobilisation par exemple, il y a beaucoup de temps, mais il faut savoir qu'en fait, les personnes là actuellement, il y a une densité carcérale énorme, puisqu'on enferme beaucoup, et ils sont 3 dans 9 mètres carrés, enfin 9 mètres carrés avec les meubles, donc en fait, l'espace, il est bien plus restreint. Et dans la plupart des établissements, c'est mis en place le système des promenades uniques, ce qui fait que par exemple, si vous sortez le lundi matin, vous ne sortez plus ensuite jusqu'au mardi après-midi. Donc il y a une promenade de 3 heures le lundi matin et une autre promenade de 3 heures le mardi après-midi. Enfin, vous voyez, il y a juste un tour de promenade, pas de remontée intermédiaire, donc pas de possibilité de remonter entre-temps. Donc si vous sortez, c'est pour 3 heures, sous la pluie, dans le froid, enfin, peu importe. Et à côté de ça, il n'y a pas beaucoup d'activités. Enfin, alors sur le papier, oui, il y a une programmation, il y a des coordinateurs culturels, des coordinateurs d'activités dans chaque établissement. Mais en réalité, c'est comme je l'ai dit, il y a Céline Boiga, une sociologue, qui parle de ça, de cette double fonction des activités, faire tenir, légitimer. Faire tenir au sens servir de soupape pour pas que la cocaïne explose. Donc, injecter suffisamment, même si c'est résiduel, d'activité pour dire que bon, et ça sert aussi d'instrument de contrainte parce que du coup vous vous tenez calme pour avoir la chance d'accéder à une activité ou d'accéder à un cours ou d'accéder à quelques commodités comme ça. Et puis légitimer, c'est aussi participer de construire une forme de décorum progressiste à nos pratiques d'enfermement pour finalement ne pas se poser plus radicalement la question, je reparle des politiques de sécurité parce que c'est vraiment des options qui sont prises en termes de qu'est-ce qu'on fait de ces jeunesses
Et on voit comment il y a de plus en plus le débat se crée sur l'enfermement des mineurs. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la bonne solution d'enfermer et en plus enfermer dans ces conditions? Du coup, le temps en maison d'arrêt, il y en a beaucoup. Oui, ils sont 21h sur 24 à 3 dans leurs 9 mètres carrés, mais en réalité, dans ces conditions, on peut difficilement leur demander de se considérer légitimement comme des citoyens, alors que de toute façon, c'est un dispositif qui crée... guerrier, défensif, hein, c'est Antoinette Chauvenet qui a une sociologue qui a depuis très longtemps décrit comment la prison elle fonctionne selon cette structuration guerrière. Mais on le voit aussi comment on parle des jeunesses des milieux populaires et la façon dont on crée des figures d'ennemis aussi. Et donc tant que de toute manière on sera avalé par cette façon-là de penser les approches qu'on peut avoir vis-à-vis de ces jeunes, et je pense que le temps il est difficilement utilisé pour un engagement à l'endroit du sentiment de devoir faire quelque chose de bien en tant que citoyen, étant donné qu'il y a une sortie de la possibilité d'être considéré comme un alter ego, quoi, comme dans un espace commun politique citoyen. Donc la première des choses, c'est pour ça que la tentative là, elle est rare, elle est singulière, c'est faire exister des conditions inédites pour construire en conscience, dans une grande conscience, dans une lecture politique et sociologique fine, comment on arrive à se constituer un cadre qui déjoue ce qui est prévu par les politiques pénales, le projet de société actuel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est singulier. Et je pense que sinon, dans la plupart des prisons, parfois, effectivement, il y a des initiatives citoyennes de l'ordre de l'engagement, mais très souvent, il y a des formes de récupération par le projet carcéral. Et comme je dis, c'est toujours ces deux logiques, faire tenir, légitimer, qui se rejouent, même si les gens n'en ont pas forcément conscience. Les personnes qui sont impliquées dans ces projets en tant que participants sont quand même satisfaites de faire quelque chose, mais voilà, après... cette satisfaction, elle doit pas nous contenter, je pense, et parce que vraiment, ça doit questionner aussi ce qu'on attend réellement des prisons et de ce qu'on fait avec toutes ces jeunesses. Merci. Hein oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On en prend une dernière, mais après, il va falloir qu'on passe à la séquence. Bonjour, Julien, de la mairie de Troyes, la maison des associations. Il y a une question un peu provocante. Est-ce que le paternalisme et la référence sans arrêt à l'expérience jouent un rôle clé dans le désengagement de certaines jeunesses? Je réponds. Qui est-ce qui veut répondre? Ou la Fonda, ou je sais pas. Non, c'était adressé, je vois que... Peut-être à vous, peut-être à un autre. Moi, je veux bien... alors, est-ce que vous pouvez reformuler précisément la question sur le paternalisme? Non, mais tu comprendras plus tard. Tu sais, moi j'ai l'expérience. Forcément, je sais que ce que tu dis, c'est des bêtises. Et tu veux t'engager dans quelque chose qui n'a aucun sens. Mais là... Dans le syndicalisme, par exemple. Et donc ça, est-ce que ça peut jouer dans les associations, notamment des vieilles associations d'éducation populaire? Est-ce que ça joue un rôle des engagements de certaines personnes qui pouvoir faire l'association? En tout cas, alors pour ce qui est de ce que je travaille moi avec ce groupe spécifique au GOMET, c'est clair qu'il y a toute une analyse critique qu'on fait de ce qu'on appelle l'approche cognitivo-comportementale, qui consiste à raisonner selon le fait qu'ils ont des biais comportementaux, et au contraire on essaie de regarder en quoi les logiques d'action elles s'expliquent, elles se comprennent, et donc à aucun moment, au contraire on se départit d'un projet éducatif qui viendrait leur dire qu'ils pensent mal et qu'un jour ils penseront bien. Enfin, non, l'idée c'est de déjouer complètement ça en disant au contraire, les narratifs écrasants viennent raconter que vous avez
des biais comportementaux, alors qu'en réalité, les contextes de vie font que il faut arriver à reprendre un pouvoir sur l'explication et sur la façon de raconter ce qui se joue dans les milieux dont ils sont majoritairement issus, puisque de toute façon, après, il y a un ciblage policier, pénal et pénitentiaire de certaines populations qui fait que, effectivement, il faut qu'ils arrivent à complètement se défaire de l'idée qu'ils sont seuls responsables de ce qui leur arrive, et à la fois de comprendre après, politiquement, qu'est-ce qu'on fait de ça, comment après on se crée des outils pour venir dire notre façon de penser auprès d'un tissu associatif, auprès des décideurs publics. Mais à aucun moment, il y a cette idée de venir civiliser des gens qui auraient un déficit d'éducation, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on est très critiques de ça. Et la façon de créer de l'égalité politique avec des élus de la ville de Marseille, avec des partenaires associatifs, avec des gens qui sont vraiment légitimes habituellement dans les sphères de l'action sociale, ça crée complètement au fil du temps, parce qu'il ne faut pas que ce soit des actions ponctuelles, ça s'installe. Et petit à petit, au fil du temps, ce qui s'observe, c'est des parcours en tout cas un sentiment de légitimité à prendre cette parole-là, et surtout à tourner en ridicule les gens qui voudraient prendre le pouvoir en faisant jouer des différents types de ressources, du capital symbolique, comme ça. Non, en fait, c'est ces gens-là qui devraient se sentir ridicules de faire jouer ça dans les relations de pouvoir. Et après, une fois qu'ils sont tournés en ridicule, il suffit d'ouvrir des possibilités pour construire autrement un avenir commun. Voilà. Merci. Ouais. Je crois qu'il y avait un peu de réponse, Mathilde. Je voulais compléter et remercier pour la question, parce que je pense que c'est particulièrement ce qui fonctionne avec le projet Rencontre-moi si tu peux. C'est le fait qu'on utilise des outils d'intelligence collective comme le forum ouvert, où c'est des sous-groupes où il va y avoir l'élu à côté d'une avocate, à côté d'un membre de l'école collective, et que tout le monde est au même niveau et travaille sur la même problématique et réfléchit ensemble à des solutions. Et je pense que là, on a la chance d'avoir 2 élus qui sont impliqués dans le projet, qui sont vraiment très humains dans leur démarche, et il y a vraiment un niveau égalitaire, il n'y a pas du tout ce paternalisme, et ce qu'ils disent à chaque fois à la fin des sessions, c'est vous apprenez, mais nous aussi on apprend énormément, et je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui ça fonctionne. Et juste pour rebondir, il y a Yannick Blanc, donc vice-président de la Fonda, qui a initié l'exercice de prospective sur les questions d'engagement, qui est venu me voir lors du séminaire des administrateurs, donc il n'y a pas plus tard en novembre, pour me dire: Anna, il va falloir absolument qu'on fasse un nouvel exercice de prospective sur les questions de gouvernance, justement sur la place des jeunes dans ces dispositifs de gouvernance, car justement, nous, dans le cadre du groupe de travail sur l'engagement au fil des âges, la question de la place et de comment est-ce qu'on fait avec les jeunes et pas à leur place, et que ce ne soit pas juste parfois la caution jeune. Moi, j'ai un exemple très personnel sur la question où je joue dans un orchestre d'harmonie, et à 13 ans, du haut de mes 13 ans, on m'a dit: Anna, viens dans le bureau, tu seras vice-présidente. Voilà, j'étais vice-présidente de l'harmonie Sainte-Marguerite à Gradignan pendant des années, juste parce que j'étais jeune. Et bon, après, je faisais un peu d'animation de l'harmonie, mais tout ça pour dire que quelle place est-ce qu'on donne aux jeunes? Et ça, je pense que nos organisations, après, vont avoir un réel enjeu aussi. Juste parce que les travaux, par exemple, de Lionel Proutot, que je vous invite à regarder, même s'ils datent de 2017, sur le bénévolat, montrent qu'on va avoir un enjeu, en fait, de renouvellement à terme, juste d'un point de vue démographique. Et donc, on va devoir aussi se saisir pleinement. Mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu, comme l'ont dit les collègues aussi autour de la table, de posture et de faire avec. Mais je pense que ce changement culturel est à l'œuvre, et que voilà, on va l'accompagner au fur et à mesure, mais faire ensemble réellement et pas juste l'afficher, mais de l'incarner dans la pratique au quotidien, c'est un peu plus difficile. Moi, je compléterai juste. Moi, compléter très rapidement par rapport au sujet du paternalisme. Il y a un livre qui a été rédigé par Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, donc qui porte bien son... voilà, et qui est assez documenté avec une entrée journalistique, mais qui apporte des réponses à votre question, entre autres. Non, dernière chose sur la sociologie populaire permet aussi de faire ça, c'est-à-dire de regarder sociologiquement qui on est, ce qu'on fait et l'épaisseur sociale des relations. Et je pense que par exemple, s'interroger sur qui on est, qui constitue le tissu associatif aujourd'hui, et c'est pas de la critique, mais c'est-à-dire regarder aussi la distance sociale
comporte inévitablement. Moi, quand je vais en détention, oui, je suis pas détenue, je suis une femme, ils savent que je suis diplômée, j'ai un doctorat. Tout ça, ça ne peut pas être complètement... ça n'est pas anodin, ça n'est pas qu'un détail. Donc, c'est quand on pratique après la sociologie ensemble que du coup, on sait comment venir mettre à plat tout ça, le travailler, le comprendre. Et donc, on sort de juste une sorte de bonne intention à faire avec. Mais non, en fait, on travaille à des façons très concrètes de construire ce faire avec, en étant conscient en fait de ce qui nous distingue et en disant la distinction, c'est voilà, quand je disais tourner au ridicule, c'est la distinction, c'est ça qui devrait être tourné en ridicule et pas être dupe de la reproduction sociale à l'œuvre dans le milieu associatif. Merci pour ces réponses très claires. Du coup, on avait une promesse qui était d'ouvrir des perspectives. Anna, tu en as un peu parlé des scénarios prospectifs de la Fonda. Donc là, l'idée du deuxième temps est justement de vous présenter ces scénarios prospectifs. Vous verrez, ils sont au nombre de 4. On va les regarder chacun. On va laisser les intervenants réagir autour de ces différents scénarios, voilà. Et puis après, évidemment, discuter ensemble de ce que vous en pensez, ce qu'ils évoquent chez vous, et puis voilà. Anna, je te laisse présenter ça. Bon, je suis désolée, je viens encore vous saouler, hein. Mais bon. Donc déjà, quelques petits rappels. On peut passer au slide suivant. Merci. Qu'est-ce que la prospective? Je ne l'ai pas trop défini au début parce que je voulais absolument vous partager des choses sur les évolutions de l'engagement, mais une citation. La prospective, c'est éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Bon, là, je vous endors tous. Là, vous me dites, Anna, merci pour ce moment. On peut le retenir ainsi de 2 manières. Premièrement, le futur n'est pas écrit. Il est ouvert donc à plusieurs futurs possibles, donc les futuribles. C'est-à-dire, autrement dit, que nous avons la capacité d'avoir des marges de manœuvre pour faire dévier, justement, le futur, donc le construire en fonction de nos valeurs. Et deuxième point, donc qui est intimement lié à ce que je viens de vous dire, nous sommes tous des acteurs du changement. Donc en fait, c'est vraiment la prospective anticipée au service de notre action, de nos stratégies, pour le dire ainsi. Slide suivant, merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on fait des scénarios donc en prospective? Eh bien en fait ce sont des histoires qui nous permettent de se demander, tiens, si on se projette dans un certain horizon temporel, par exemple 2040, parce que c'est pas trop proche, mais c'est pas trop loin non plus, parce que c'est bientôt mine de rien, ça permet donc déjà de s'orienter, se dire, tiens, on va écrire une histoire, des récits, ça nous permet de voir déjà ce que ça pourrait donner. Deuxièmement, ça nous permet après de provoquer des réactions. Et là, moi, j'ai vraiment hâte de voir vos réactions sur certains scénarios. Je ne sais pas s'ils ont déjà un peu circulé, mais ça vous permettra après de vous dire, tiens, ce scénario-là, ou tout du moins cette caractéristique de ce futur, m'intéresse tout particulièrement. Au contraire, d'autres vont vous dire, mon Dieu, c'est la panique, le SNU généralisé partout. Bon, je dis ça en rigolant, bien évidemment, à côté, bien évidemment, du représentant de l'État. Mais peut-être que ça fait un petit peu plus peur. Et donc après, troisième point, et c'est ça qui est magnifique, ça fait réagir les gens, et après, ça suscite des mobilisations, et donc d'actions. Voilà comment j'essaie de vous vendre la prospective. Donc, voici les 4 scénarios de la Société de l'engagement en 2040 qui sont, comme vous allez le voir incessamment sous peu, contrastés. Et donc, on essaie de décrire à chaque fois dans ce système, mais vous allez avoir le slide, le PowerPoint, tout ça, parce que la connaissance c'est un bien commun, on est financé pour ça, donc vous allez avoir accès à tout. Si vous voulez même qu'on vienne les présenter dans vos structures, on peut faire le déplacement. Voilà, c'est à toutes fins utiles. Donc voilà, 4 scénarios contrastés, une société des engagements pluriels, donc je vais vous détailler un petit peu plus, une société des engagements identitaires, donc là je pense que ça va susciter des réactions, une société d'engagement administré, je pense que l'image est assez explicite, et enfin une société d'engagement auto-organisé, donc ça c'est une spéciale dédicace à la personne qui a parlé des proches aidants, notamment on a pensé à ceci en rédigeant ce scénario. Donc, une société des engagements pluriels, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est en 2040, l'engagement donc, dans ce scénario occupe une place centrale dans le fonctionnement de la société. Donc tout le monde s'engage de manière extraordinairement variée en fonction donc, de ses aspirations. Donc toujours, vous voyez ce que j'avais dit, engagement, épanouissement personnel, c'est un peu la poursuite de ce que l'on observe aujourd'hui. Et donc dans ce scénario, les institutions publiques comme privées jouent toutes sur le registre de l'engagement au service donc, de leurs intérêts propres.
Il suffit juste de regarder un petit peu LinkedIn ou d'autres magnifiques plateformes. Vous pouvez voir que beaucoup se revendiquent donc de l'engagement, notamment auprès de leurs salariés. Voilà, on peut passer au slide suivant. Voilà, juste pour vous donner quelques petits éléments encore par rapport à ce scénario. Voilà, c'est que les engagements sont vraiment dictés par les individus et l'engagement aussi peut se manifester comme outil de réalisation aussi professionnelle, et cela s'inscrit aussi donc dans une tendance donc de désengagement de l'État, et l'engagement donc est essentiel à la vie en société, mais avec un risque, attention, celle de surengagement des individus, de burn-out militant, n'est-ce pas déjà quelque chose que l'on peut observer dès à présent, mais si on est dans ce scénario, cela pourrait peut-être s'accentuer. Donc c'est le slide suivant. Voilà, ça c'est parce qu'on a soumis ces scénarios à l'université prospective qu'on a organisé le 9 octobre dernier. Le compte-rendu va paraître aujourd'hui ou demain, donc vous pourrez les découvrir plus en profondeur avec les réactions des uns et des autres. Je ne vais pas détailler plus outre mesure parce que les camarades vont avoir des réactions à ce sujet. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la société des engagements identitaires. Donc, que se passe-t-il ? Déjà, pour la petite histoire, ce scénario, il a suscité beaucoup de réactions en interne au sein de la Fonda, parce qu'on a hésité entre une société des engagements affinitaires, une société des engagements communautaires, puis après, nous sommes arrivés à la formulation identitaire. Pourquoi donc ? Parce que dans ce scénario, les personnes s'engagent en fonction de leurs identités. Les identités peuvent être plurielles, cela peut être lié au genre, à l'appartenance géographique, historique, culturelle. Bref, les identités aujourd'hui, c'est quelque chose comme qui nous caractérise de plus en plus. Et donc là, dans ce scénario, on le pousse à l'extrême. On se dit que les individus donc s'engageront pour des communautés donc liées à leurs identités, et ces communautés donc seront plus ou moins ouvertes, plus ou moins exclusives, inclusives, etc. Et donc dans ce scénario, l'État réduirait donc son rôle vraiment à celui d'assurer une coexistence harmonieuse entre les différentes communautés. Donc cela pose après la question de comment peut évoluer un système tel que la solidarité nationale si on va de plus en plus vers des communautés qui seront peut-être plus ou moins morcelées, en opposition. Voilà, on peut passer au slide suivant. Voilà. J'essaie de faire de manière rapide et dynamique. Cela ne résume pas tous ces travaux parce que normalement, on a à peu près 5 pages Word pour chaque scénario, mais ça, vous les découvrirez dans le carnet d'exploration. Je vous fais du teasing à mort. Maintenant, je vous propose d'aller vers mon scénario préféré. Voilà, merci. Donc, une société de l'engagement administré. Donc, est-ce que je vois des mines ébahis ? Oui, en effet. Donc, dans ce scénario, en 2040, qu'est-ce qui se passe ? Donc, petit élément de contexte, on part sur du postulat que les besoins sociaux vont s'accroître, tout simplement parce qu'on voit déjà qu'il y a un vieillissement démographique qui est à l'œuvre, malheureusement des conditions socio-économiques qui sont en train de se détériorer, et donc l'État aura des capacités d'action directe qui seront très probablement plus limitées. Et donc, face à ce constat-là, l'État va se dire peut-être qu'on va organiser donc une prise en charge de ces besoins sociaux par la société civile, et donc assumerait plus un rôle de chef d'orchestre. Et donc, pour pallier à tout ceci, l'État va lancer une grande loi dans ce scénario d'engagement, avec notamment 9 mois que vous devrez donner à la collectivité pour une organisation de la société civile. Après, de votre choix quand même, on est plutôt sympa dans ce scénario. Et donc, comme ça, plus de problème d'engagement parce que tout le monde sera obligatoirement engagé au bout d'un moment, tôt ou tard dans sa vie. Il pourra même y avoir, on passe au slide suivant, des cas de réquisition aussi pendant des catastrophes naturelles pour dire, tiens, ou de cybersécurité, tiens, toi tu travailles dans le milieu de la cybersécurité, vas-y, tu t'engages parce qu'il faut sauver quand même la nation. Vous voyez un peu ? Bon, je fais à gros traits, mais c'est vous permettre de voir un petit peu, de pressentir des évolutions possibles. Et donc, l'engagement donc, deviendrait quelque chose de l'ordre d'un devoir civique, et les associations, donc dans ce scénario, seraient des opératrices. Vous m'avez bien suivi. Et donc, que se passera-t-il si on n'est pas tout à fait d'accord avec les orientations de l'État ? 3 petits points. Slide suivant, merci. Donc voilà, nous on avait beaucoup d'inquiétudes autour des libertés associatives. Voilà. J'ai le représentant de l'État à côté, donc je ne suis pas très à l'aise avec ce scénario, mais bon, voyez-vous. On va en parler. Dernier scénario. En quoi consiste-t-il ? Une société de l'engagement auto-organisé. Donc là encore, dans ce scénario, on s'est dit quand même que les besoins sociaux vont s'accroître de manière assez significative et que malheureusement, les services publics ne seront pas nécessairement en capacité d'y répondre. Et donc, les collectifs donc citoyens vont se structurer autour aussi d'associations
pour prendre en charge des pans entiers de la vie collective. Donc on pensait que nous, l'éducation, les services sociaux, la sécurité, ce serait nous, vous, qui le prendra en charge, parce que l'État, malheureusement, ne pourrait plus tout simplement prendre en charge ces pans entiers. Et donc l'État réduirait son rôle donc, à des missions purement régaliennes, de sécurité intérieure et extérieure, ainsi que de justice. Je vois que ça vous fait rêver ce scénario. Hein. Et donc dans ce scénario, il y aurait une forte mobilisation citoyenne, mais avec un fort risque, comme je vous l'ai dit dans celui sur la société des engagements pluriels, d'épuisement des personnes. Et puis, surtout, que se passera-t-il pour garantir l'intérêt général? Est-ce que ce sera juste une somme des intérêts particuliers, etc., etc. Et donc, on part du postulat que dans ce scénario, quand même, l'échelle d'intervention, ce sera vraiment le territoire. Et donc, en fonction de votre territoire de vie et des personnes qui seront là, vos besoins sociaux seront plus ou moins satisfaits, donc avec possiblement beaucoup d'inégalités selon que vous viviez à Bordeaux ou que vous viviez dans le Gers ou à Paris. Oui, c'est déjà le cas, mais cela risque peut-être de s'accroître de manière significative. Dernier slide, donc voilà, qui vous montre ce qui nous réjouit pas. Voilà. Et donc tous ces scénarios. Ouais, je vois ça vous pas rêver, hein, non, moi non plus. Donc ces scénarios, peut-être quelques éléments peut-être aussi liés à ces scénarios. On voit vraiment à la lecture de ces scénarios que cela soulève quand même plusieurs questions autour de la question de la culture de l'engagement. Comment est-ce qu'on va être en capacité de transmettre, de diffuser cette culture d'engagement dès le plus jeune âge? Comment est-ce qu'on peut aussi construire des parcours d'engagement tout le long de la vie? Et quelle place donc des dispositifs publics, mais aussi de l'éducation populaire dans un tel contexte à l'horizon 2040? Peut-être que je vais m'arrêter là parce que pour vous donner aussi la parole. Oui, voilà, mais vous avez plein d'enjeux que j'ai identifiés aussi à la lecture de ce scénario, mais je suis très curieuse de voir comment est-ce que vous allez réagir et de voir comment les collègues aussi vont réagir par rapport à ces visions très optimistes de l'avenir. Merci pour la présentation de ces scénarios assez nuancés, qui effectivement... Ils sont plus nuancés à l'écrit, mais bon, là, j'ai que... Voilà. Bien sûr, j'exagère, mais c'était le but de l'exercice aussi, hein, de faire réagir, d'échanger, donc on vous laissera la parole dans quelques minutes. J'ai envie de... Rémi, de vous laisser la parole d'abord. Oui. Un petit peu interpellé. C'est peut-être l'occasion de donner votre point de vue sur ces différents scénarios. Tout à fait. Déjà, bravo pour ce travail. C'est très intéressant de se projeter, d'imaginer un petit peu. Le constat qu'on pourrait faire, c'est que ces différentes formes d'engagement existent déjà. En fait, c'est quel curseur va être poussé, et donc c'est quel choix politique, parce que c'est purement politique, hein, quelles décisions politiques vont entraîner ces différents curseurs d'engagement. Par exemple, sur une société d'engagement pluriel, un choix politique qui a été fait, qui a une conséquence directe sur la notion de valoriser cet engagement et de s'engager à tout prix, notamment par la réforme Parcoursup, qui demande de valoriser l'engagement, et sur des dispositifs, par exemple, comme le service national universel qu'on a eu des jeunes qui l'ont fait, avec pour principale motivation, alors je ne généralise pas, mais justement ce besoin d'avoir un engagement et de le valoriser. Donc de s'engager parce qu'il faut, dans le cadre de son parcours. Un biais déjà qu'on peut déjà constater. Sur la société de l'engagement identitaire, ça fait directement écho à la dynamique de vivre ensemble et surtout de mixité sociale. Et c'est toute une question qu'on a au ministère il y a une réelle pratique associative, mais on constate qu'elle est de plus en plus cloisonnée et qu'il y a moins en moins de mixité sociale, que ce soit dans les clubs de sport, mais aussi sur des pratiques culturelles et des pratiques de loisirs. Donc comment œuvrer, mais là du coup c'est vraiment à grande échelle, pour favoriser cette mixité sociale. Et les problématiques d'associations identitaires sont aussi déjà existantes. C'est-à-dire qu'il y a déjà une grande partie du travail du ministère qui sont d'aller... là, on est vraiment dans du contrôle, hein, dans un État qui va voir ce qui se passe, parce qu'on est sur des associations qui sont tellement identitaires qui se posent la question du séparatisme, voire même de la radicalité qui va jusqu'au terrorisme, pour tirer un petit peu le trait aussi du scénario. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. J'aime bien la photo, le dessin d'une société de l'engagement administré, qui évoque le service national universel. Donc, c'est une référence directe, voilà. Pour le coup. Donc ce n'est plus un dispositif qui a vocation à être généralisé, mais sa généralisation posait fortement question. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à s'engager ? Est-ce qu'on s'engage si on est obligé ? Est-ce que c'est vraiment de l'engagement ? C'était une des premières questions, mais c'était vu comme un parcours de découverte de l'engagement. Donc c'est plus un sujet qui est d'actualité, mais la question se serait peut-être posée, jusqu'où va le SNU ? Avec dans une idée, alors je suis très critique, hein. Pour information, je suis chef de projet régional SNU, hein, donc je m'en occupe tous les jours. Mais la question qui se posait, c'est on ne le rend pas obligatoire, mais on le généralise. Mais si on le généralise en le rendant pour ouvrir des droits,
par exemple pour accéder à certains services, ça crée une inégalité. Donc se poser ces questions-là, mais des questions qui étaient posées par les politiques sur la table. Une conséquence aussi directe du scénario société de l'engagement administré, c'est qu'avant on était sur des subventions de fonctionnement, et maintenant on est sur des subventions de projet, et qui dicte les projets qu'il faut mettre en place, c'est l'État. Donc on est déjà un petit peu dans des dynamiques. Donc voilà, c'est vraiment on va dire une notion de curseur, et quels sont les choix politiques c'est toujours ça. qui seront faits. Voilà. Et auto-organisé. Auto-organisé, j'avais un exemple que je n'ai plus. Ah, dommage. Tenez, madame. Non, mais vas-y. Je crois que l'intelligence collective, si vous voulez, on reste 2 heures de plus et on construit ensemble notre propre scénario. Du souhaitable. Et on fait un boulot discutable. Non, je ne vais pas vraiment m'arrêter sur un scénario. Pas forcément avec ma casquette d'Innova, l'engagement pluriel, ça m'intéresse dans le sens de lever un peu toute forme de pression à l'engagement et de se dire, de remettre de l'humilité et de se dire, on fait ce qu'on peut, on peut s'organiser. Plus être sur le sport, s'engager 1 fois par an, 1 fois par semaine, dans tous les cas, c'est déjà bien. Et si c'est une place centrale dans une société, ça peut être intéressant. Et je m'arrêterai sur le mot de la mixité sociale aussi, sur ce scénario-là, et de se dire, essayer à notre niveau de le faire et de le faire ensemble, de vivre ensemble. Non, mais moi je me sens pas complètement légitime là en découvrant les scénarios, c'est vrai que ça c'est ma casquette, j'ai du mal à réagir comme ça à chaud. Après, juste sur la question de la crainte sur la société des engagements identitaires, je trouve qu'une réponse en faisant de la sociologie, c'est aussi de ne pas avoir peur justement des identités et de ce qu'elles spécifient aussi de nos parcours, parce qu'en fait, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas se réunir et créer des formes de rassemblement où on pourrait croire que chaque modalité de travail, d'engagement, chaque proposition va venir interpeller les personnes à partir d'un certain nombre de déterminations sociales et de leur épaisseur sociale, et du coup ce qui fait aussi leur identité. Donc on peut aussi se dire qu'il y a il y a un véritable intérêt à travailler à partir de l'identité sans en avoir peur et sans l'associer directement, sans la connoter négativement. Oui. Parce que justement, c'est comme ça aussi qu'on travaille à être dans une reconnaissance qu'on a dans notre épaisseur sociale un certain nombre de privilèges ou de fardeaux dans une société, dans un espace social hiérarchisé qui est fait de données historiques, sociales, politiques, et que aujourd'hui, on ne peut pas dire que tous les modes d'interpellation pour favoriser l'engagement s'adressent à tous, et qu'il y a quand même massivement des jeunes qui se sentent, comme je dis, très tôt désenfantisés. Je reprends ce terme-là de Fatima Wassak, vraiment cette idée que comment on reconnaît aussi les difficultés malgré nous qui se logent à l'intérieur de ce qu'on est sociologiquement parlant dans l'espace social actuel. Donc je pense que c'est en tout cas quelque chose qu'il faut avoir en tête, creuser et ne pas redouter ou ne pas créer des sortes de peur à l'intérieur de ces questions-là. Merci pour ces quelques réactions éclairantes. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? On peut aussi se référer aux premières slides qui disaient ce ne sera pas forcément l'un des 4, c'est un peu des 4 et c'est aussi un peu désorienté. Par rapport à tout ça et peut-être à l'autre vos actions aussi dans vos maisons, dans vos structures, comment vous percevez tout ça? On est déjà dans ce cas de scénario. Il ne passe pas des montants, c'est la somme de tout ça qui fait qu'aujourd'hui en 2024, on dit tout ça. Oui. Et en fait, absolument, parce que c'est justement toute la phase de compréhension du présent que je vous ai un peu expliqué au tout début. C'est ça en fait. On a tiré la pelote de laine pour les amplifier. Mais après, justement, c'est à partir de ces scénarios, qu'est-ce que nous, en tant qu'acteurs, œuvrant pour l'intérêt général, souhaitons défendre, en fait? Qu'est-ce qu'on souhaite améliorer aussi à cette situation? Parce que ces scénarios sont déjà plus ou moins là. Après, ils peuvent être accentués. Et justement, vous pourrez les découvrir dans le carnet de la Société de l'engagement qui va paraître donc, le 3 avril prochain.
ils vont être détaillés en long, en large, en travers. On explore en fait comment est-ce qu'on pourrait arriver à ces situations-là et quelles seraient les différentes répercussions pour les acteurs publics, pour les associations et globalement organisations de la société civile et pour les individus. Mais après, justement, c'est à nous. Et c'est pour ça qu'on vient aussi devant vous. C'est pour vous aussi que vous puissiez vous positionner, se dire, bon, bah tiens, quelle marge de manœuvre est-ce que nous avons, peut-être à l'échelle déjà de notre maison des associations, mais aussi avec nos partenaires, et réaffirmer en fait quelles sont nos valeurs et vers où est-ce que nous voulons aller collectivement dans un écosystème justement qui est aussi un peu compliqué. Et voilà, essayer de retrouver des marges de manœuvre, même s'il y a déjà des éléments qui sont bien évidemment présents, comme vous le dites très justement. Pardon, mais je voulais juste vous penser dans cette fin. Et en plus, commenter en ville, encore une fois, je suis désolée, hier, pareil, j'ai planté un peu en France, mais du coup, en fait, c'est au-delà de vers où on va, en fait. Les solutions, on les a travaillées, ça fait des décennies que les personnes se battent. Et nous-mêmes, on a eu beaucoup d'exemples, c'est pour ça qu'on enchaîne sur des parcours d'engagement, on a beaucoup d'actions, parce que l'engagement, voilà. On n'aurait pas sorti le service ministère pour répondre à une certaine jeunesse, on n'aurait pas balancé ce type de SNU, on n'aurait pas tapé sur les collectivités en disant maintenant ça nous regarde le morcellement de notre société et des identités, on n'aurait pas. Voilà. Donc tout ça, on peut remonter jusqu'au Qatar, c'est pas un souci. Mais par contre, dans notre société, qu'est-ce qui fait qu'on est une société? C'est d'arrêter aussi de se regarder de manière, vous avez parlé d'alter ego, et d'arrêter de penser que la différence est un handicap. Donc, si aujourd'hui on a cette unité-là, c'est que je ne me reconnais plus dans une société parce qu'on ne me reconnaît pas dans mon histoire. Et aujourd'hui, ça nous pète à la gueule parce que ça fait des générations qu'on essaie d'assimiler plutôt que d'intégrer. Et quand je parle de ça, je parle du Pays Basque, des Bretons, avec toute la facilité et l'humilité qui s'impose, au même titre que le Maghreb, puisque là on est à Marseille, au même titre que les pays de l'Est qui sont arrivés beaucoup plus tard et très tôt pendant la Deuxième Guerre. Donc c'est à un moment donné comment on fait vivre ensemble, non pas par injonction, mais parce qu'on se reconnaît en alter ego et il n'y a pas d'échelle de valeur. Tu es plus fort que moi, donc je te regarde. Et ça veut dire aussi un combat contre les égos, contre les ministères qui se défilent et qui, quand il y a une bonne politique qui est mise en place, par exemple, parce que ce n'est pas la personne qui l'a mise en place, ils détruisent tout, en disant on va refaire, rebalancer les cartes, et c'est partout comme ça. À chaque fois que quelque chose fonctionne, au lieu d'être dans l'intérêt général et de dire ça fait société, quelle que soit notre politique, quelle que soit notre tendance, parce que la décision politique, je le dis très facilement, je suis aussi élu dans ma vie, hein. Donc du coup, mais je suis aussi technicienne, je suis aussi enfant des diplômes. Donc à un moment donné, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est tous ces parcours-là. Pourquoi à chaque fois on nous rebalance des nouveaux dispositifs qu'on a vécu il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Donc c'est toujours, c'est pas pour la question du cause, mais en tout cas, c'est quand est-ce qu'on arrête de faire ces putains de schémas? Quand est-ce qu'on va se dire, là il y a une réussite, gardons le truc parce que c'est l'intérêt général qui prévaut. Moi, pour l'instant, je m'appelle les égos. Et d'ailleurs, il y a les Québécois qui parlent du PFH. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, le putain de facteur humain. Et ça, après, c'est la question de la posture aussi. Mais ça, malheureusement, je pense que c'est quelque chose aussi dans les organisations et les personnes. Juste, on a 2 réactions là dans la salle. Je vous propose qu'on prenne plusieurs réactions. Et après, je vous renvoie la parole. Alors, moi, en fait, à la découverte de votre schéma, si je me projette en 2040, je me dis, mais finalement, on est vraiment à la croisée des 4 scénarios. Et en 2040, on sera sûrement à la croisée des 4 scénarios parce que, en fait, vous évoquiez en début de votre intervention le fait que l'engagement était multiple, à des facettes extrêmement différentes, variées. Et que pour moi, en fait, je me dis, multiplicité d'engagement, multiplicité des scénarios. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, la projection, c'est peut-être qu'on aura des tendances parfois à aller vers un scénario plutôt qu'un autre, mais entre un sapeur-pompier, un élu, un aidant, un acteur associatif, c'est des engagements extrêmement différents qu'on traite aujourd'hui différemment et qu'on traitera en 2040 différemment. Merci, on prend encore 2 réactions de Émilie. Oui, donc un petit témoignage dans les MDA plutôt
on a visé émancipatrice à travers l'éducation populaire, et donc, pour le coup, on n'a pas un scénario qu'on promeut plus que l'autre. Le but, c'est qu'effectivement, les jeunes aient le choix, se conscientisent, s'autonomisent, s'émancipent, et après, effectivement, il y en a qui vont se retrouver dans un scénario plus que l'autre. C'est pas la promotion d'un des scénarios plus que l'autre. Ouais. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'ils aient lecture de leur environnement, de la vie, de leur écosystème, pour qu'ils puissent faire des choix et être capables après de faire le bon choix. Alors, on fait la promotion des expériences collectives, évidemment, dans l'éducation populaire, pour éviter aussi un repli sur soi et des votes plutôt extrêmes qu'on constate dans certains territoires isolés, ruraux notamment, où on a peur un peu de l'extérieur. Donc c'est permettre des expériences aussi qui vont ouvrir un peu les horizons. Donc, quel que soit, ça peut être en SNU, il y a des très beaux parcours en SNU, ça peut être identitaire, puisque c'est déjà un moteur, hein, ça se trouve, il en parle. Je place parce que je fais des études depuis peu et j'ai lu Clarto. Ah oui. Il y a l'administrateur, il paye, il m'envoie l'étude, donc il va être fier de moi. Il va me décider, moi. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on poursuit dans mon MBA, c'est permettre des expériences à des jeunes et de leur donner accès à ces 4 types d'engagement. Une dernière réaction, je repasse la parole à Nathan. Moi, j'ai une dernière hypothèse qui va être un peu moins plaisante. Alors, il y a quelques années, j'avais lu un super bouquin qui s'appelle « Te plains pas, c'est pas utile, l'exploitation du associatif », je pense que vous connaissez. Et, c'est de qui le micro plus proche? Je sais plus les auteurs, mais je retrouverai ça avec toi. C'est un bouquin qui s'appelle « Le syndrome du patron de gauche ». Et en fait, moi, je me demande si on va pas plutôt vers une réduction de l'engagement au profit de l'allongement de la durée du temps de travail, avec toutes les marques employeurs, la quête de sens au travail et donc la promotion du travail gratuit. Et donc, est-ce que ça, ce serait pas justement une perte du temps alloué aux engagements? Et est-ce que ce serait pas un scénario supplémentaire? C'est pour ça qu'au début, je vous ai demandé ce que c'était pour vous, en fait, l'engagement. Parce que si on le prend juste engagement bénévole, et encore, les chiffres sont plutôt, je trouve, positifs, il y a toujours de l'engagement. Et vu la multiplicité des formes d'engagement, et nous, à la Fonda, j'ai oublié de le préciser, nous avons une approche non normative, c'est-à-dire pour nous, toute la palette d'engagement que vous avez pu mentionner dans la salle et que j'ai un peu pu compléter aussi, montre qu'il y aura toujours de l'engagement. Et ces 4 scénarios montrent, à mon avis, qu'il y aura toujours de l'engagement d'une façon ou d'une autre. Et l'engagement, il peut aussi se réaliser au travail, au demeurant, pour le coup. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui, de plus en plus, peuvent choisir au travers de leur trajectoire professionnelle. Et je pense que vous aussi, en tant que professionnel, vous vous sentez très probablement aussi engagé. Donc, au contraire, face aux grands défis auxquels on fait déjà face aujourd'hui et qui vont très probablement aussi s'amplifier, que ce soit sur le plan démocratique, social, économique, environnemental, l'engagement sera très probablement, après je me trompe peut-être, mais indispensable et sera de facto là. Juste l'exemple, par exemple, à Valence, en Espagne, les gens, d'un moment, ils se sont retroussés les manches, ils se sont dit, bon, ben, il n'y a pas le choix, en fait. Je sais pas comment dire, mais l'engagement, au bout d'un moment, ce sera plus un luxe, ce sera nécessaire. Et il y a plein de gens qui s'engagent aussi par nécessité au quotidien. Après, c'est comment nous, en tant qu'organisation sociale, on crée les conditions pour que les gens puissent s'engager de manière libre, puissent le faire aussi par choix. Ça, ce sont des choix aussi politiques, organisationnels, politiques, économiques. Mais en tout cas, l'engagement, pour moi, il sera toujours là. Après, c'est à quelles conditions, comment est-ce qu'on l'exerce, est-ce qu'il sera toujours libre, accompagné, etc. etc. Je mettrai plutôt cette nuance-là. Et après, l'engagement, pour moi, donc en 2040, sera toujours là. Et voilà. Non, j'ai beaucoup parlé. Je pense que, j'ai rien à rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à la table? Est-ce que vous souhaitez... parce que je ne sais pas s'il y en a encore dans la salle. Parce qu'on commence quand même à avoir beaucoup débordé par rapport à l'horaire initial. Je vois les mines un petit peu fatiguées de la journée qui a déjà été longue. Donc j'aurais tendance à vous proposer qu'on s'arrête là. Merci beaucoup encore.